retrouver. Je suis Philippe du service formation de SMC France. Je suis accompagné d'Éric aujourd'hui pour répondre à vos questions à travers le chat. Bonjour Éric. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. On demande juste une petite seconde. J'ai un petit retour qui ne me convient pas. Donc bienvenue à tous, hein, vous êtes relativement nombreux à nous avoir rejoints cet après-midi pour ce webinaire. Alors bonjour à nos clients de chez SMC, bonjour aussi à nos partenaires distributeurs, bonjour à nos collègues SMC, ceux qui ont trouvé intéressant de suivre ce webinaire, et puis bonjour à tous et à toutes ces personnes curieuses de voir le contenu de ce webinaire dans lequel nous allons développer aujourd'hui l'offre logicielle pour vous aider à faire les calculs nécessaires pour visualiser, estimer l'efficacité énergétique des installations pneumatiques. Ce webinaire devrait durer environ 1 heure. Pendant ce temps, pour des questions d'organisation, vos micros seront coupés. Mais vous pouvez continuer à intervenir en répondant d'abord au petit quiz que l'on va vous proposer au début de ce webinaire. Et pour que ça se passe bien, veuillez à ne pas être en plein écran sur vos PC. Hein. C'est la seule contrainte pour que ça fonctionne bien. Vous pourrez également poser des questions tout au long de ce webinaire à travers le chat. Eric les compile, il compile vos questions et nous répondons à la fin de chaque partie de ce webinaire ou au plus tard à la fin de la présentation. Voilà, les quelques consignes qui peuvent peut-être être nécessaires pour que tout se passe bien. Encore une fois, bienvenue. Nous vous souhaitons ce webinaire agréable, instructif. Si vous êtes prêts, si vous avez bu votre café, si vous êtes bien installés, on y va. Allez, c'est parti. Alors, ce webinaire qui concerne donc l'efficacité énergétique, il repose sur 5 piliers. Hein. L'efficacité énergétique est encouragée actuellement dans tous les domaines. La législation n'est pas en reste ces dernières années, elle est devenue plus restrictive pour cela. L'efficacité énergétique, elle est rentrée même dans la vie de tous les jours à travers des certificats de performance énergétique pour nos habitations, pour nos appareils ménagers. Donc, côté industrie également, depuis 2012, la nouvelle directive européenne impose aux grandes entreprises des audits énergétiques obligatoires. Enfin, la certification ISO 50001 atteste, pour ceux qui sont certifiés, pour les entreprises certifiées, d'une gestion énergétique responsable, raisonnée. Donc, c'est un petit peu le Graal en termes de gestion énergétique. L'efficacité énergétique, selon nous, ça peut se décliner en 5 points. Je vous les détaille ici. C'est d'abord contrôler nos consommations, c'est-à-dire savoir ce qui se passe pour mieux gérer les énergies. Ça suppose d'instrumenter un minimum, au moins la notion de pression et de débit, car on ne connaît pas si l'on ne mesure pas. Ça permet aussi bien d'arrêter tout ce qui peut l'être aussi souvent que possible. Générer le juste besoin. Générer le juste besoin, c'est se demander si toutes les consommations sont justifiées et sinon, eh bien, dire stop à tout ce qui peut être inutile. Utiliser seulement l'essentiel peut supposer de repenser l'existant. Récupérer ce que nous générons, c'est réutiliser l'énergie consommée, telle que par exemple la chaleur des compresseurs ou l'air rejeté par les actionneurs, par exemple. Enfin, le dernier point, c'est penser efficacité pour faire un petit peu mieux chaque jour. Donc, travailler l'efficacité énergétique de façon quotidienne, ça concerne tout le monde et sur tous les sujets.
Cette efficacité énergétique, elle se décline aussi pour nous à travers une offre logicielle. Ça va être le cœur de notre propos aujourd'hui sur les 3 premiers points, à savoir contrôler nos consommations, générer le juste besoin et utiliser seulement l'essentiel. C'est ce qui va être détaillé à partir de maintenant ou juste après un quiz que nous vous proposons, histoire de lancer le sujet. Alors, je vous le propose à travers un écran spécifique qui va normalement apparaître maintenant. Et la question est, quelle est selon vous la part de l'électricité d'une usine consacrée à la production d'air comprimé? Je vous laisse une trentaine de secondes pour avoir le temps de réfléchir et de répondre. Voilà, le temps est écoulé. Je vous remercie d'avoir répondu. Je clôture ce sondage et je vous partage, si vous voulez, les résultats. Eh bien, la majorité, effectivement, a bien répondu. Il s'agissait effectivement d'un pourcentage égal à 20%. Encore une fois, merci d'avoir répondu à ce sondage et nous allons rentrer maintenant dans le détail de l'offre logicielle qui permet donc d'estimer les gains. Précisons d'abord, effectivement, les usages de cet air comprimé, hein, qui représente, comme vous l'avez bien vu, majoritairement 20% de la consommation électrique d'une usine au global. Mais à quoi est utilisé cet air comprimé? Eh bien, on a une répartition qui est très favorable, si on peut dire, au soufflage d'air et aux venturi, qui sont une sorte de soufflage, qui sont une part des applications de soufflage. Donc, 50% de cette consommation d'air est utilisée par tout ce qui est soufflage d'air. On a ensuite, dans une moindre mesure, mais quand même, l'utilisation de l'air comprimé pour les actionneurs. Les actionneurs, ça représente à peu près 20%. On a, dans le meilleur des cas, 15% de fuites qui sont les fuites d'air, hein, toutes les fuites qui sont liées aux équipements fuyards, aux connexions qui se dégradent. Donc, à minima, 15% de toute cette consommation d'air comprimé part dans les fuites, hein. Ensuite, on a 5% de l'air comprimé réservé à l'utilisation des outils pneumatiques. Et puis, les 10 derniers pourcents ne sont pas vraiment identifiés et viennent dans une rubrique autre, hein. Compte tenu du fort pourcentage d'utilisation de l'air comprimé pour le soufflage d'air et les venturi, c'est logiquement que l'on va travailler l'efficacité énergétique autour notamment de ces sujets du soufflage d'air. Pardon. Hop. Donc, je vous ai détaillé effectivement les 5 points et on va travailler les 3 premiers. Donc, le tout premier, c'est le contrôle des consommations d'air. On a pour cela d'abord, ça concerne globalement la production d'air comprimé dans sa totalité des usages, hein. Il n'y a pas de préférence. Et on va s'occuper ici d'utiliser un logiciel qui va faire le calcul des débits et on va voir l'influence des débits sur les consommations. Alors pour cela, vous allez aller classiquement sur notre site internet et précisément à cette adresse smc.eu, c'est le site SMC au niveau de l'Europe. Vous allez aller dans la rubrique des outils, choisir dans la page d'après la partie logiciel d'efficacité énergétique. Et dans cette rubrique-là, il faut choisir outils de calcul de débit.
quand on en est là et qu'on clique ici, on ouvre une page qui est la première page d'accueil, si on peut dire, de ce logiciel de calcul de débit. Ça permet ainsi de dimensionner des composants de façon à les rendre efficaces vis-à-vis des économies d'énergie et de déterminer pour cela des débits à travers les coefficients de débit que sont grand C et petit b, donc grand C conductance sonique et petit b rapport de pression critique, ou grand S section équivalente. Ces notions de facteurs de débit sont des notions théoriques que l'on développe grandement dans les formations présentielles consacrées aux bases de la pneumatique. Donc, on va en faire l'usage ici. En cliquant sur suivant, on arrive sur cette page qui permet de sélectionner nouveau calcul ou fichier sauvegardé selon qu'on a un historique. Ici, on va considérer qu'on n'en a pas. On va donc faire nouveau calcul. On a 4 possibilités de calcul. On va choisir débit et pression. La suite de la page permet de choisir entre un composant simple ou un système, donc l'association en série ou en parallèle de plusieurs composants. Ici, on va choisir composant simple. Et on va avoir la possibilité de rentrer directement une valeur de conductance sonique d'un tube, ici, que l'on aurait trouvé dans un catalogue, de façon à s'affranchir complètement de l'origine du produit si c'était utile. Donc, suivant. J'ai dit qu'on allait travailler avec les tubes, donc je choisis cette catégorie de composants et je reste focusé sur la détermination du débit. On continue à cliquer sur suivant. Et là, on commence à rentrer dans les valeurs numériques qu'il est possible de maintenir puisqu'elles nous sont proposées ou de modifier. Ici, on a une pression amont de 0,5 mégapascal qui représente la pression en amont du composant, pour ici le tube. La pression aval P2 décalée de 0,1 mégapascal, donc une différence de pression de 0,1 mégapascal ici. Le composant ici, c'est un tube de diamètre intérieur 6 mm et de longueur 1 mètre de long. Alors, c'est un tube qualifié en résine. En fait, c'est un tube en polyuréthane, hein, classiquement. Et la température de l'air est en général, et là aussi, de 20 degrés. Donc, une fois que ces valeurs-là sont rentrées, on fait suivant. Et là, on a, moyennant d'avoir renseigné une conductance sonique et un coefficient de pression critique, un rapport de pression critique issu d'un catalogue de tubes, eh bien, on va avoir rapidement et instantanément ici une notion de débit pour ce tube de diamètre 6 mm donc de diamètre et de longueur 1 mètre. La valeur du débit, elle n'est pas anodine, elle est même choisie, enfin, structurée autour de cette différence de pression de 0,1 mégapascal et tout ça est issu en fait d'une norme ISO 6358 qui règle très précisément l'expression des valeurs de débit. Donc, on a effectivement une valeur plutôt dans le premier tiers de la courbe, hein, une valeur de débit de ici 853 litres minute dans les conditions de delta P qui sont fixées ici. On peut néanmoins, si on le souhaite, se déplacer sur la courbe pour avoir d'autres valeurs. Toutes les valeurs intermédiaires sont possibles. Là, je vous en ai choisi une autre. Le coefficient de pression a diminué, donc la valeur de P2 a diminué, de façon à avoir davantage de delta P génératrice d'un débit supplémentaire. Le maxi est ici, avec un coefficient de pression qui atteint 0,4 à peu près. Le débit ne varie plus ici, puisqu'en fait, on est au débit maxi de ce que peut donner le tube. Donc, vous voyez que ce logiciel, il est capable, avec quelques éléments, eh bien, de vous donner des indications précises
sur le débit, synonyme de consommation d'air d'un tube, avec en filigrane, si on peut dire, une possibilité de comparer des valeurs, et notamment des valeurs à longueur différente. Ici, on a sélectionné un tube d'1 mètre. Si on choisit ou qu'on a l'obligation d'augmenter la longueur, je vous propose un tube qui aurait une longueur de 2 mètres ici. Le débit à 1 mètre, je vous le remontre, il était de 853. Le même tube en longueur de 2 mètres, il n'est plus que de 623. Donc on voit la perte de charge calculée par le logiciel amenée par l'accroissement de la longueur du tube. On peut aller plus loin, on peut faire tous les essais qu'on veut. Je vous en propose un dernier. Si la longueur augmente encore, le débit pour un tube diamètre 6 intérieur mais 5 mètres de long ne dépasse plus 391 litres par minute, toujours dans les conditions fixées idéalement, c'est-à-dire avec juste un bar ou 0,1 mégapascal de delta P. Voilà, sur ce premier pilier contrôler nos consommations, voilà les calculs que l'on peut faire. Je vous propose de faire une petite pause et de vous laisser la parole de façon à vous permettre de nous poser des questions ou à Eric de me redonner les questions que vous avez déjà posées. Oui, Philippe, il y a une première question sur les tubes, justement, sur les calculs de perte de charge. Est-ce que la matière du tube a une influence sur les pertes de charge à travers ce tube? Si elle en a une, elle est beaucoup plus insignifiante, par rapport au dimensionnement et notamment au diamètre, hein. La seule contrainte qu'on pourrait avoir, c'est si effectivement la matière rend le tube tellement déformable qu'on puisse avoir une variation de section. Mais dans tous les autres cas, seules les dimensions, et notamment de diamètre, sont importantes pour les évolutions du débit. D'accord. Donc c'est vrai qu'on voit que la longueur du tube a une grande importance, Oui, effectivement, sur les pertes de absolument. charge et la capacité de Oui. débit. Et notamment sur les premières longueurs. L'influence de la variation de longueur sur des valeurs somme toute assez faibles, mettons dans les 5 premiers mètres, sur ces diamètres-là, est très importante. D'accord. J'ai une autre question concernant Oui. les rayons de courbure, s'il y a moyen de les simuler dans ce logiciel ou pas. Non, Est-ce qu'on peut je simuler? n'en Non. vois pas la possibilité. Ils sont donnés dans les documentations, mais effectivement, les rayons de courbure n'entrent pas dans le. Si tant est que ça a une influence et sur des rayons de courbure faibles, on peut imaginer que ça ait une influence, mais le logiciel ne le prend pas en compte. Ouais, tant qu'on respecte le rayon de courbure du catalogue, je pense que C'est ça. ça a peu d'influence sur L'influence le débit. est limitée. Il faut juste pas pincer le type, quoi, forcément. Ça marche. Ok, c'est tout Ok, pour le moment. d'accord, merci à vous. On va continuer cette présentation, pardon, en passant au deuxième pilier, qui est la génération du juste besoin. Pour cela, il existe effectivement aussi des outils. Alors on y va, je vous rappelle le chemin pour que vous l'appréhendiez facilement a posteriori. Donc on est toujours amené à aller sur le site d'SMC, SMC France en l'occurrence, hein, sur l'adresse d'SMCU. La rubrique des outils, toujours cette partie logiciel d'efficacité énergétique. Et cette fois-ci, quand on rentre ici, on a aussi la possibilité d'avoir, sous la forme des pavés qui sont ici, un ensemble de calculateurs d'économie. Calculateurs d'économie réputés simples. Une leçon que vous allez voir. Choisissons celui qui met en évidence la possibilité de faire des économies en utilisant une solution qui vient diminuer la pression d'alimentation d'une machine sur les temps d'arrêt de production. Donc, on y va.
on fait cette simulation-là. Donc, on est toujours sur le cas général où cette solution-là impacte la consommation d'air en général, puisqu'on est sur l'alimentation de la machine. L'outil logiciel se présente de cette façon-là. Donc, vous avez quelques paramètres à rentrer. La pression opérationnelle ici en unité en bar. Donc, je prends un exemple 6 bars. La taille de fuite équivalente, c'est donc ou un orifice ou un ensemble d'orifices qui fait au final une fuite équivalente à un diamètre 5 mm. Un coût de l'air qui va être en moyenne de 2 centimes d'euros le mètre cube et un nombre d'heures de fonctionnement par jour de 24 heures. 24 heures sur 24, 250 jours par an. On obtient un résultat si on prend en compte la mise en place d'une vanne de ce type-là. On va considérer, après vérification, que la pression de départ, la pression pour la période de production, puisse être diminuée de 6 à 2 bars sur les périodes de non-production. On va avoir aussi une décomposition de ces temps de production en temps de pause. Par exemple, on pourrait avoir 55% de taux de production et 45% de temps de pause. Si dans ces conditions-là, on simule le calcul, on obtient les résultats suivants. La situation initiale amène à une consommation exprimée en euros de plus de 9 200 euros. L'abaissement de la pression de 6 à 2 bars sur les temps de pause permet d'économiser 2 772 euros arrondis. Donc, effectivement, on passe de 9 239 à l'initial à 6 467 au final. Donc, on a fait quand même la bagatelle d'une économie de presque 43%. Hein, donc, c'est quand même intéressant. Bien sûr, il faut au préalable avoir, comment dire, sécuriser l'abaissement de la pression, parce que c'est pas anodin d'abaisser la pression même en période de non-production. Il ne faut pas créer de risque à cause de ça. Mais si c'est le cas, et si la pression minimum n'est pas de 2 bars, mais un petit peu plus, peut-être 3, voire 4, elle sera toujours inférieure à 6, et vous pouvez avec cet outil-là refaire le calcul et estimer à votre tour le gain avant même de faire la modification. C'est tout l'intérêt de ce genre de calculateur. Hop, je repasse. Voilà, ce calculateur, ici on l'a vu, je vous en propose un autre. Il est ici représenté imagé par deux petits composants qu'on va détailler fonctionnellement maintenant. Donc, il s'agit de ça. Alors, on est là, effectivement, sur la part de l'utilisation de l'air comprimé réservé ou attitré aux actionnaires. Il s'agit, avec ce genre de composant, d'associer un régulateur de pression avec une fonction d'alimentation et d'échappement rapide, donc globalement une fonction de réglage de débit. Donc on a un régulateur de pression et un régulateur de débit incorporés dans le même composant, avec comme mission de permettre de fonctionner à une pression sur les courses de travail. Je vous remets le pointeur. De travailler donc à 0,5 mégapascal sur les courses de travail et d'avoir une course de retour possible à une pression bien moindre, puisqu'en général, seule la course de travail suppose d'avoir une pression à la fois élevée et fixe et donnée par rapport à un niveau d'effort. La course de retour est beaucoup moins contrainte sur cet aspect-là. Alors, comment on estime effectivement le gain si on met en place cette solution-là? Eh bien, on utilise le calculateur correspondant en renseignant encore une fois la pression d'alimentation. Attention, ici, elle est en bar, 5 bars.
Le coût de l'air, 0,02, hein, c'est une valeur moyenne, vous ne vous tromperez pas si vous utilisez cette chose-là, cette valeur-là. L'alésage, on va dire que c'est un alésage de diamètre 80. La course ferait 350 mm. Le nombre de vérins, on pourrait dire qu'il y a dans cet exemple-là 4 vérins identiques. Il fonctionnerait à raison de 10 cycles par minute. On aurait un fonctionnement de 16 heures par jour, 220 jours par an. Hein. On choisirait les produits, la série, parmi les deux choix qui sont possibles. Et en l'occurrence, on choisirait AS-R et AS-Q, qui ont comme particularité d'avoir une pression sur la course de retour établie à 2 bars. Hein. Donc on aurait, quelle que soit la pression d'entrée, enfin de sortie de tige, pardon, une pression pour la course de retour de 2 bars. Si on fait le calcul dans ces conditions-là, eh bien, on a, comme pour les autres outils, un retour immédiat en termes de consommation exprimé en euros. La consommation initiale aurait comme coût 3 565 €. On ferait, en mettant en place cette réduction de pression à travers cette solution-là, on ferait une économie de presque 900 € ou presque 17%. Donc, c'est quand même assez intéressant. La seule contrainte quand même ou la seule condition à un gain rapide sur cette solution-là, c'est que les tailles minimum de vérins, aussi bien en diamètre qu'en course, et le nombre de cycles devra être suffisant pour avoir un intérêt par rapport à cette solution-là. Cette solution-là a peu d'intérêt sur des vérins de petite taille, de petite course, qui cycleraient peu. Hein. Donc, c'est réservé à une taille d'actionneur minimale, mais si c'est le cas, les gains sont relativement importants et rapidement obtenus. Alors, le troisième outil concernant ce pilier générer le juste besoin concerne les économies possibles sur une application gourmande en général, à savoir la génération du vide par Venturi. Donc, on a effectivement ce calculateur dédié à cette fonction-là. Il est donc attitré pour l'optimisation de la partie soufflage d'air dédiée au Venturi et met en œuvre des Venturi qualifiés de Venturi à économie d'énergie. On va le détailler maintenant à travers l'outil qui permet donc de calculer le gain. Là encore, je vous propose un exemple tiré d'un cas vécu. On aurait un éjecteur, un Venturi, donc, c'est synonyme, avec un coût de l'air cette fois-ci qui n'est pas estimé mais qui a été donné par l'entreprise. On a une fréquence de fonctionnement de 72 cycles par heure, un nombre de fonctionnements par jour de 16 heures par jour, 220 jours par an, ça c'est relativement habituel. La solution actuelle, c'est la solution d'une aspiration par le vide avec un Venturi standard dit mono-étagé. Donc, une seule buse permet de générer l'effet Venturi permettant d'obtenir le vide. Ce Venturi mono-étagé, il est classiquement assez consommateur. Celui-ci ne fait pas exception. Il consomme 74 litres par minute. On a un temps d'absorption aussi relativement long, de 50 secondes par cycle, puisqu'il fonctionne en permanence tant qu'on veut du vide. La mise en place du Venturi à économie d'énergie est un Venturi avec un meilleur rendement, puisque c'est un Venturi avec 2 buses, 2 étages, donc, et le deuxième étage a vocation à renforcer son efficacité, renforcer l'efficacité du Venturi en termes de capacité de débit, de débit d'aspiration. Donc on aura finalement un rendement meilleur et une consommation d'air qui va chuter. Elle va chuter d'autant plus que le temps d'absorption va être ici divisé par 10.
Alors, il est divisé par 10 par l'utilisation ici d'un vacuostat qui va contrôler en permanence le niveau de vide du circuit et donc ne va appeler le vide que sur les temps où le vide manque. Si le vide ne manque pas, le vacuostat coupe purement et simplement le circuit de vide pour économiser l'air comprimé. Dans ces conditions, si on fait le calcul, si on lance le calcul, on obtient finalement une consommation initiale de 200, un petit peu plus de 200 euros par an, qui finalement est économisé, diminué à hauteur de 95%. On gagne 297 euros et finalement, pour avoir au final un coût total de consommation par an de simplement 15 euros. Hein. Donc, on est très, très efficace sur ce genre de solution, en particulier quand on fait de la préhension par le vide sur des pièces poreuses. C'est le cas réputé plus consommateur, puisque la pièce poreuse amène une fuite importante. Et c'est à partir de ce moment-là que ce genre de venturi, d'un bon rendement en termes de consommation, de fonctionnement, de consommation, et puis associé à ce vacuostat qui va couper l'air autant que possible, qu'on obtient ces gains-là. Voilà, ce sujet-là étant traité, je vous laisse de nouveau la parole pour recueillir vos questions. Eh bien, oui, plusieurs questions. Alors, une première concernant le coût de l'air comprimé qu'on a vu apparaître dans les exercices de Oui, calcul. oui. Comment on arrive à un coût, par exemple, ici, de 2 centimes d'euros du mètre cube? Alors, il est lié au coût du mètre cube d'air produit à partir de l'énergie électrique, puisque les compresseurs sont issus, enfin, tournent avec des moteurs électriques. Donc, on part du prix du kilowatt électrique et on en déduit le prix du kilowatt, du mètre cube d'air à une pression de 0,6 mégapascal. On a une fourchette dans ce cas-là entre 1 et 5 centimes d'euros. La valeur donc de 2 centimes d'euros par mètre cube est une valeur moyenne qui convient dans la plupart des cas. Et c'est vrai qu'on a un autre logiciel qu'on ne présente pas aujourd'hui, mais qui permettait de calculer justement ce coût-là, Oui, tenant compte également de l'investissement dans le compresseur, des coûts de maintenance du compresseur, des consommables en fait, et puis de l'énergie électrique, comme tu dis, tu as et qui raison, permet Eric. effectivement À la limite, de... je lance l'idée pour ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien, de reprendre contact a posteriori pour peut-être détailler cette partie-là, qui effectivement ne fait pas partie Hmm, de l'offre que l'on a sélectionnée pour être présentée aujourd'hui. hmm. Très bien. Et puis une deuxième question concernant la vanne de mise en veille. Oui. Quel est son intérêt en fait de cette vanne plutôt que de couper totalement l'alimentation en air de la machine? Parce que là, on voit que c'est Alors, une alternative. oui, c'est une bonne question. Il y a au moins deux raisons. La première, c'est celle que j'ai sous-entendue tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui consiste à se méfier, à avoir effectivement quelquefois des craintes à couper purement et simplement l'alimentation d'une installation pneumatique, de par le fait que quelquefois l'air maintient des actionneurs en position avec effectivement par exemple des pinces de préhension qui pourraient tenir, ou des venturis qui pourraient tenir des pièces en l'état. Donc on ne peut pas toujours couper purement et simplement l'alimentation sous prétexte de faire des économies. Et la deuxième raison, elle est un petit peu plus, subtile peut-être. Elle tient à la surconsommation liée à la purge complète d'un circuit. Il est finalement assez consommateur de purger complètement une installation pneumatique sur un temps d'arrêt court. Donc plutôt Hmm. que de le faire, on se contente et on se suffit de diminuer simplement la pression. C'est finalement plus rentable
de faire ça que de couper et de purger purement et simplement toute la pression. Disons que si la coupure durait plusieurs heures ou une Oui, nuit complète, là, on peut imaginer de purger entièrement la voilà. machine, par exemple. Mais là, on est vraiment dans l'esprit sur des coupures plutôt de courte durée, changement d'outils, sur des anomalies peut-être, hein, une panne, quelque chose, donc qui est censé être courte. Et c'est dans ce cas-là que cette solution-là prend tout son sens. Très bien. C'est tout pour le moment. Merci. D'accord. Merci Eric, merci à vous pour vos questions. Je continue. Ah, il faut que je retrouve ma souris. Voilà. Euh, on s'occupe du troisième pilier. Utiliser seulement l'essentiel, c'est mettre en œuvre ou avoir la possibilité d'utiliser tous ces petits outils. Le premier d'entre eux concerne la consommation des fuites. Hein, typiquement, quand on en est à faire ça, on est sur cette portion du fromage, du camembert, si on peut dire. Donc on cherche à estimer le coût représenté par 15% quand même de l'usage de l'air comprimé, hein, qui part finalement en gaspillage complet à l'atmosphère. Donc l'image du calculateur est ici. On va le retrouver en répondant aux questions qui nous sont posées. Donc une pression d'alimentation en barre pourrait être 6 bars, un coût de l'air à 2 centimes. On comprend mieux encore maintenant pourquoi, d'où ça vient. Un diamètre équivalent de fuite, une ou plusieurs fuites, qui correspondrait à un diamètre équivalent de 4 mm. Cette fuite, elle serait permanente pendant la production, donc 16 heures par jour, et chaque jour de production, donc 220 jours par an, une température de l'air classiquement de 20 degrés. Si on lance le calcul dans ces conditions-là, ben on obtient tout de go une consommation en litres par minute de 944 arrondi et un coût total de presque 4000 euros. L'exemple que je vous mets à côté, que j'ai superposé, c'est la possibilité de faire varier donc les valeurs. La pression passe de 6 à 5 bars et c'est pas logique puisqu'on devrait avoir un coût plus important. Il y a peut-être une petite erreur ici, mais en tous les cas, évidemment que la notion de pression d'alimentation va avoir une grosse influence sur le débit de fuite et donc sur le coût correspondant. Ça va se sentir. Je vous propose de passer sur l'outil suivant qui, lui, concerne la consommation des vérins pneumatiques. On le retrouve ici, imagé. Il est effectivement utile pour valoriser la consommation des actionnaires qui représentent 20% de la consommation globale d'une usine. Donc la consommation des vérins pneumatiques suppose de remplir là encore des informations assez simples comme la pression d'alimentation, ici choisie à 5 bars. Vous allez retrouver la similitude avec l'outil qui a été présenté pour réduire la pression sur les courses de retour. Donc j'ai pris les mêmes valeurs, diamètre 80, course 350 mm, 4 vérins, 10 cycles par minute, 16 heures par jour, 220 jours par an, 2 centimes du coût de l'air en euros par mètre cube. Et là encore, si on calcule dans ces conditions-là, on a facilement et rapidement un coût de la fuite, enfin de la consommation, pardon. C'est pas une fuite pour le coup, c'est une consommation d'air de ce type de vérin et un coût annuel de 3 565 euros. Donc, si on mettait les deux outils côte à côte, on trouverait des similitudes en termes de résultats. C'est normal puisqu'on a pris les mêmes hypothèses. Et c'est donc une autre façon de présenter ou d'estimer la consommation des vérins pneumatiques. Et là, quelles que soient les tailles, les courses des vérins, on a bien sûr la possibilité de travailler tous les cas. Voilà pour ça.
Le suivant, le calculateur d'économie simple qui met en image une électrovanne ici, met en évidence le souci de SMC, bien sûr, de considérer les consommations d'air, mais aussi, à un moment donné, les consommations électriques. Hein. On a bâti cet outil-là pour avoir, à un moment donné, un moyen d'évaluer l'impact des consommations électriques sur tous les produits qui utilisent l'énergie électro-pneumatique ou électrique pour ces électrovannes. Donc on y va, l'outil ressemble à ça. Donc on a toujours un petit peu le même masque de saisie, mais cette fois-ci, il est particulier à cette application-là. On va renseigner ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire un nombre de vannes identique utilisé ici en première ligne. On a fixé le nombre à 50. Ensuite, on va avoir une consommation électrique par vanne de 4 watts. Ça ne s'affiche pas, voilà, merci. Le nombre de cycles par heure, 60 cycles par heure. Une durée de fonctionnement moyenne de 50 secondes par cycle. Le tarif de l'électricité, ici, est à renseigner, donc 9 centimes d'euros par kilowattheure cette fois-ci. Ensuite, on fait une sélection du produit utilisé en termes de bobines. Donc, on a un certain nombre de possibilités en termes de taille d'orifice. Je vous propose de choisir un orifice moyen, 15 mm. Un type de valve, on a deux choix. J'ai choisi celle qui fonctionne avec aucune delta P. La taille de la vanne, bon, ici, il ne reste plus qu'un choix. Donc, on le prend. Et à partir de là, si on fait le calcul sur cette base-là, parce que les autres champs sont à renseigner en variant de ces choix-là, on va avoir une économie d'énergie par vanne et par heure de 63 centimes. Donc ça paraît peut-être un petit peu modeste au départ, mais si on le globalise à 16 heures par jour, 220 jours par an, eh bien, le calcul par an est quand même un petit peu plus important. On est à plus de 22 euros par an et par vanne. Donc, 22 fois 50, on est proche d'un billet de 1000 euros. Si cette installation de vannes est à cette hauteur, eh bien, on fera cette économie-là. Mais si le nombre de vannes, par exemple, est beaucoup plus important, bien sûr que les économies réalisées le seront tout autant. Donc voici un petit calculateur qui peut-être dénote un petit peu par rapport à tous les calculateurs ou toutes les applications qui font la part belle à la consommation d'énergie pneumatique. Mais encore une fois, c'est peut-être aussi son intérêt de s'intéresser aussi à la consommation électrique pour le coup des vannes. Alors, on va passer au point d'après. Le dernier revient encore une fois sur les économies d'énergie sur un poste qui est important, à savoir le soufflage ou les soufflettes en l'occurrence. Là encore, on est sur ce demi-camembert, sur cette part importante de la consommation, et on va s'occuper effectivement d'évaluer la possibilité de faire des gains sur ces installations qui sont globalement omniprésentes dans les usines. On va partir de la consommation d'air à l'existant sur une application typique, donc la consommation d'air normale. Je vous propose de partir sur une valeur qui aurait été mesurée à 350 litres par minute. On aurait cette consommation-là à une pression de 0,6 mégapascal. Et à partir de là, on va imaginer améliorer ce soufflage pour en diminuer la consommation à travers l'ajout d'une buse que l'on sélectionne parmi ce que l'on peut choisir ici. On va prendre typiquement une buse à filetage mâle pour pouvoir la visser en plus sur la soufflette. On aurait un diamètre de buse qui peut osciller entre 1 et 2,5, je vous propose 2 mm. Et à partir du moment où on choisit ce diamètre de buse,
on a un nouveau calcul qui se fait et qui permet donc de voir que la consommation d'air a chuté de 350 à 129 litres par minute. Hein, donc ça a bien diminué. On globalise encore une fois en ajoutant un temps de fonctionnement par heure. Donc ici, peut-être 50 minutes par heure. On aurait donc un calcul à l'heure et une économie de 13 centimes d'euros par heure, mais encore une fois globalisé sur une année, soit 16 heures par jour, 220 jours par an, typiquement. Et on aurait à ce moment-là une soufflette, chaque soufflette de ce type-là, améliorée de cette façon-là, permettrait d'économiser plus de 400 euros, 467 euros précisément, pourrait être économisé sur le soufflage. Alors, c'est clairement un axe d'amélioration que ce logiciel peut permettre de valoriser. L'ajout de la soufflette, de la buse, pardon, sur cette soufflette vient bien sûr diminuer la consommation, le débit d'air, mais cette buse, elle a aussi comme intérêt d'augmenter la performance par l'augmentation de la pression d'impact du soufflage. C'est toutes des choses que l'on détaille en particulier sur une formation qui fait encore une fois la part belle aux améliorations liées aux économies d'énergie, une formation pour le coup présentielle cette fois, et qui revient dans le détail sur toutes ces possibilités d'amélioration. Voilà pour ça. Hop. Eh bien, la parole vous est une fois de plus donnée. On arrive à la fin pour poser les questions que vous avez, s'il vous plaît. Alors, eh bien, une première question qui Oui. concerne donc le coût des fuites. On a vu dans le logiciel qu'il y avait besoin de rentrer une valeur qui était le diamètre équivalent de la fuite. Donc la question, c'était de savoir comment on pouvait calculer ce diamètre équivalent de fuite. Alors, on a deux façons de le faire. Quand c'est simple, on a déjà la possibilité de le saisir, mais peut-être qu'on peut aussi, à un moment donné, passer par l'hypothèse que l'on s'est fixée au tout début, c'est-à-dire de mesurer le débit des fuites avec un débitmètre classiquement, et avoir ainsi une valeur de référence de fuite qui permet à un moment donné, ou de consommation d'air sur un soufflage, qui permet à un moment donné, avec une autre application logicielle, d'en déduire le diamètre équivalent. Donc, où on le connaît, où on le déduit. Hein. C'est deux façons d'y aller. Effectivement, quand une machine est à l'arrêt et qu'elle continue à consommer de l'air, Ouais, ben, c'est que c'est clair. cette consommation est utilisée pour les fuites. Ok, très bien. Une autre question, alors qui est basée, donc on a vu un écran où on avait un vérin avec donc des calculs autour du vérin, et Oui. l'idée était de savoir comment on pouvait réaliser des économies en fait sur un vérin, à part de diminuer un diamètre de vérin. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme autre source d'économie sur les consommations d'air avec un vérin? Question un peu plus Alors, large. à un moment donné, on peut travailler, si on a la capacité d'améliorer en modifiant l'installation, on peut choisir des actionneurs dont la capacité d'effort est supérieure dans un encombrement assez proche. Donc on peut travailler le design du vérin pour avoir effectivement un rendement ou une performance plus grande à pression équivalente. On peut travailler sinon à diamètre équivalent avec une pression supérieure peut-être, moyennant l'ajout, l'équipement d'un surpresseur qui serait, moyennant d'avoir un débit compatible avec cet équipement-là, qui reste assez faible, donc ça reste localisé, qui peut être une possibilité de travailler sur cet aspect-là aussi. Effectivement. Après, on a, comme tu dis, des vérins qui permettent de doubler l'effort en sortie, par exemple, Oui, tout en baissant la pression globale. voilà.
mm, on peut baisser la pression de manière à diminuer la consommation tout en ayant un effort suffisant en sortie. mm. Il y a différentes solutions, effectivement. Voilà. Très bien. Bah, écoute, OK. c'est tout pour moi. D'accord. Bah, écoutez, encore une fois, merci de ces échanges-là qui viennent compléter mon propos. Je vous propose, puisque malgré tout, on a vu pas mal de choses, une petite synthèse de tout ce que l'on a dit. Alors, on a travaillé trois piliers. Le premier, le contrôle des consommations autour des calculs de débit. Donc, l'image du calculateur est ici. Hein, ça permet à un moment donné de facilement estimer les débits, voir les pertes de charge liées aux longueurs de tube. Donc ça, c'est un premier outil. On a ensuite, sur le pilier générer le juste besoin, évaluer l'intérêt de passer par une pression de fonctionnement plus faible sur les temps d'arrêt de production à travers le calculateur qui vous est encore une fois imagé là. On a également travaillé l'optimisation de la pression d'air au niveau des actionneurs en se permettant d'avoir une pression différente entre la course de travail et la course de retour. Et on a vu le gain que ça pouvait générer à travers le calcul que le logiciel nous permet. Encore une fois, sur ce pilier important qu'est la génération d'un juste besoin en termes de pression d'air, on a traité le cas avec le calculateur correspondant de l'aspiration par le vide avec des venturies à économie d'énergie. Là aussi, on a vu des gains significatifs. Euh, Ensuite, sur le pilier utiliser seulement l'essentiel, ben, on a fait un calcul assez simple mais assez, comment dire, révélateur de l'incidence des coûts des fuites d'air. Hein. Et également, on a utilisé, là pour le coup, il n'y en a qu'un, un petit calculateur pour la consommation électrique des pilotes d'électrovannes, hein, avec un gain dans la mesure où effectivement on peut faire la modification vers ces vannes qui sont moins consommatrices d'électricité. Oh, une petite inversion. L'optimisation de la pression d'air, elle est aussi possible au niveau de la consommation des vérins pneumatiques. Il y a un outil dédié pour ça, hein, dans ce module général juste besoin. Et pour finir, et bien sûr, le coût généré par l'essoufflage, le soufflage ou l'essoufflage à travers l'utilisation de ce calculateur centré là pour le coup autour des soufflettes et de l'impact de la mise en place par exemple des bus calibrés en termes de consommation d'air. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus. Ce webinaire se termine. Vous avez maintenant une meilleure approche, une meilleure connaissance selon les 5 piliers, à propos des 5 piliers de l'efficacité énergétique, selon SMC, les outils logiciels qui s'y rapportent. Malgré tout, j'aimerais, mais malheureusement, le sujet n'est pas clos, hein, puisque les sujets d'efficacité énergétique, ils sont divers et variés. Ils sont aussi au cœur de contenus théoriques, je l'ai un petit peu sous-entendu tout à l'heure, de contenus théoriques que l'on dispense en formation présentielle. Ça peut être chez vous, n'importe quand dans l'année, à votre convenance, ou chez nous, à travers des sessions plusieurs fois dans l'année. Les formations présentielles, elles ont l'avantage aussi d'expérimenter les résultats des calculs sur des platines didactiques. Hein. On peut faire notamment aussi sur la partie économie d'énergie beaucoup de TP, beaucoup de manipulations mettant en évidence les bonnes pratiques sur cet aspect-là. Alors si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à vous rapprocher de nos conseillers formation, Karine, Grégory, qui vont, dans ce cas-là, vous renseigner sur le contenu détaillé de ces formations sur ces sujets.
À part ça, bien sûr, vous pouvez avoir l'information à travers notre site internet, SNC France, sur la rubrique formation, Sensei, demande d'information. Hein. Si vous allez là, vous aurez aussi de l'information sur ce que l'on peut vous proposer. Les sujets d'économie d'énergie, c'est aussi une capacité d'expertise à travers l'organisation d'audits, hein, donc de façon à identifier des axes d'amélioration sur un process dans le cadre de l'efficacité énergétique. Voilà, on en reste là si ça vous convient. On espère, Eric et moi, que vous avez passé un agréable webinaire en notre compagnie. Si ça vous convient, eh bien, mettez-nous un petit commentaire sur le réseau LinkedIn, ça fait toujours plaisir. Ce webinaire, il sera visionnable en replay, comme tous les autres, sur notre site internet rapidement. Donc, vous aurez la possibilité de revenir là-dessus si ça vous intéresse. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir à tous. Au revoir Eric. Au revoir Philippe, au revoir tout le monde, à bientôt.